Alors maintenant, on va s'intéresser un peu au sol. Alors vraiment un peu parce que moi je suis pas spécialiste, je suis pas spécialiste en pédologie et tout ce qui est type de sol là. Et puis c'est marrant, on m'a toujours dit que le sol c'était une grande boîte noire, on savait pas trop ce qui se passait et du coup j'ai un peu gardé ça en tête. Alors surtout tout climat tempéré où on a 4 saisons et du coup une succession de chaud-froid, de humide sec, ça ça fait que c'est très difficile de tirer des grandes lignes, des grandes conclusions de comment fonctionne un sol. Ici, on a 2 saisons, avec quand même une humidité relative toujours importante, même en période de carême. Donc c'est quand même peut-être plus facile de comprendre comment fonctionne un sol ici. Et ça permet de simplifier aussi le fonctionnement, donc c'est pas plus mal. Alors, un sol, comment ça se forme ? Donc à la base, tout n'est que minéral, roche. Et c'est au fil des millions d'années, issu de l'interaction entre l'eau, l'air et la roche, qu'il va y avoir une altération de la roche, une dégradation. Donc en termes d'eau, parce que l'eau peut dissoudre des éléments, peut s'infiltrer dans la roche. En climat froid, l'eau peut s'infiltrer, il gèle et l'eau devient glace, donc le volume est plus grand et peut participer à casser la roche de l'intérieur. Alors sous climat tropical, il y a la température qui intervient beaucoup, c'est pour ça qu'on parle aussi de l'air, de l'eau, de l'air humide et chaud. Voilà, créer des conditions particulières d'altération des roches aussi. Ces conditions particulières d'altération des roches, c'est vraiment spécifique sous les climats tropicaux. Et d'ailleurs, sous les climats tropicaux, on va souvent retrouver le même type de sol orange là. C'est pas que ici ou en Amérique du Sud, en Asie aussi, si je me souviens bien. On a vraiment des sols bien orange latéritiques, on les appelle. Alors la formation du sol est très très lente. Je sais pas comment ils ont réussi à estimer ça. Les spécialistes là, entre 1 mm et 1 cm par siècle. Ce qui en fait une ressource très faiblement renouvelable. Et ce qui fait aussi que le sol est le centre des préoccupations de beaucoup d'organismes mondiaux, notamment la FAO. La FAO, donc c'est la branche des Nations Unies pour l'alimentation, Food and Agriculture, pour l'alimentation et l'agriculture à l'échelle mondiale, qui, je crois que c'était l'année 2020 ou l'année 2019, je sais plus, qui était année mondiale pour le sol. Parce que du coup, le fait est que effectivement le sol est très faiblement renouvelable. Et en parallèle de ça, on a une dégradation constante des sols dans le monde. Alors une dégradation soit de nature humaine, soit naturelle, quoique naturelle. On a alors les principales causes de dégradation, c'est la pollution des sols, industrielle ou agricole, la salinisation des sols. Donc ça a des origines naturelles mais aussi humaines. On a la désertification qui rend des sols complètement incultes. Et puis les érosions de sol avec des pertes et des pertes de volume de sol fraîchement fabriqués. Enfin fraîchement fabriqués non, des pertes de volume de sol qui ont été fabriqués sur des siècles, voilà, qui partent avec le lessivage des eaux. On a des exemples ici en Martinique, à chaque grosse pluie torrentielle, la baie de Fort-de-France, enfin, moi j'ai cet exemple-là, j'ai vu des photos, les baies de Fort-de-France, les baies en général, des estuaires de rivières qui sont complètement boueux. Ça c'est une conséquence, c'est une preuve de l'érosion des sols. Voilà. Et puis après c'est au champ, enfin sur les terrains en pente où on voit très facilement, régulièrement des ravines qui traversent, des grandes veines qui traversent les champs, qui sont les écoulements d'eau, voilà, qui sont partis, qui ont pris le chemin le plus rapide. Et ces écoulements d'eau qui ont entraîné avec eux de la terre. Et en général, la couche superficielle du sol qui est la plus riche.
Ça, c'est l'érosion. Et donc, oui, pour revenir à cet enjeu du sol, là, puisqu'on a 95% de notre alimentation qui pousse sur un sol, c'est quand même un enjeu mondial important. Et un sol, une fois pollué, c'est très difficile de le dépolluer. Dans beaucoup de cas, on n'a pas de solution d'ailleurs. Un sol, une fois salinisé, on ne sait pas comment, comment le rendre de nouveau propre à la culture. De même, un sol, une fois désertifié, c'est très très compliqué de faire en sorte de pouvoir le cultiver de nouveau. Donc c'est des problématiques aussi, avec des problèmes irréversibles en fait. Irréversibles ou alors réversibles, mais sur du très très long terme, avec des solutions très coûteuses. Donc l'enjeu numéro 1, c'est de préserver ce qu'on a déjà. Comme pour tout, on le fait aussi pour l'eau et du coup pour les sols. Alors, pour vous, à l'échelle d'une parcelle de la plantothèque, tout votre enjeu sera de créer et de conserver un sol fertile pour vos plantes, pour vos cultures. Donc un sol fertile, ça veut dire qu'il est capable de fournir aux plantes ce dont elles ont besoin pour leur croissance, pour leur reproduction, sans recourir à des intrants. Sans recourir à des intrants, ça veut dire sans avoir à acheter des engrais. Voilà. Et en fournissant des rendements stables, ça c'est pour les cultures. Après, en permettant à ce que la croissance soit stable pour vos plantes. Donc ça veut dire que c'est une fertilité. La fertilité, c'est comme il y a un caractère constant. Et pour que quelque chose dure, soit constant, soit durable en fait, il faut qu'il y ait un cycle. Parce que un sol, au bout d'un moment, s'il n'est pas alimenté, approvisionné, s'il n'y a pas une source extérieure, qui le nourrisse, il s'épuise. C'est d'ailleurs pour ça que l'agriculture moderne préconisait l'achat d'engrais. Parce qu'on obtenait tellement de grands rendements que les plantes épuisaient les sols. Alors nous, on n'est pas justement, le but c'est quand même pas d'utiliser des engrais. Le but c'est de recréer un cycle naturel. Et dans une forêt, on ne balance pas des engrais. Dans une forêt naturelle, on va sur la montagne pelée, l'écosystème qui existe là se suffit à lui-même. On ne rajoute rien du tout et ça marche très bien comme ça. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un cycle de production de biomasse et de recyclage de cette biomasse. Recyclage, ça veut dire que les feuilles vont tomber au sol, c'est-à-dire qu'il y a un cycle de vie, les feuilles meurent, vont être digérées et donc recyclées pour retourner à la fertilité du sol, pour réalimenter la plante. Alors là, on va parler beaucoup, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé d'ailleurs, on parle beaucoup de la notion de matière organique quand on parle de sol. Et alors, c'est pas évident à expliquer. Moi, j'ai mis longtemps dans mes études avant de comprendre ce que ça voulait dire la matière organique. Parce que c'est un terme chimique en fait. Si on réfléchit, matière organique, c'est l'organique, c'est tous les composés du vivant qui sont composés de carbone, hydrogène, oxygène. Chimiquement, c'est ça. Et azote également, éventuellement. Mais pas forcément. Et du coup, toute la matière organique, c'est la matière qui est composée de ces composés-là. Donc de composés issus d'animaux vivants ou morts, de végétaux vivants ou morts. Alors, si je vous lis la définition qu'il y a sur la diapo, c'est l'ensemble des constituants organiques. Organique, c'est ça, c'est avec du carbone, de l'hydrogène ou de l'oxygène, morts ou vivants, d'origine végétale, animale ou microbienne, transformés ou non, c'est vaste comme définition, présent dans le sol. En fait, peut-être que vous comprendrez mieux en vous disant que c'est tout ce qui n'est pas minéral. La matière organique, l'opposé, c'est la matière minérale. Et minéral, ça veut dire la pierre, les cailloux, le sable, la roche. Ça, c'est minéral.
c'est froid, c'est pas vivant, c'est un agencement de molécules, c'est de la pierre, c'est du minéral. Alors que la matière organique, c'est issu du vivant. C'est tout ce qui est issu de la décomposition d'êtres vivants. Et également, c'est la couche supérieure du sol qui correspond à ce qu'on appelle l'humus dans la vie courante. Voilà. Cette couche noire de sol là, bien fertile. Voilà. Oui, c'est plus facile à se représenter ça. Voilà, et elle représente en général de 1 à 10% de la masse des sols. Elle est très très variable suivant les climats. Parce que sous les climats froids, tempérés froids, ça met du temps de constituer de la matière organique. D'abord parce que c'est qu'une fois par an, en fait, à l'automne, quand les feuilles tombent, et que les températures sont encore favorables à la dégradation par les bactéries et par les champignons de ces feuilles mortes. À partir du moment où on a des températures inférieures à 15 degrés, ou même 18 degrés pour ça, les bactéries font plus leur rôle et les champignons un peu moins. Voilà. Alors que sous les climats tropicaux, c'est très rapide de constituer une couche de matière organique. Mais c'est aussi ça le problème et le risque, c'est que c'est très facile de constituer une couche de matière organique, c'est-à-dire d'humus, là, la petite couche noire. Par contre, elle est très facilement lessivable parce que c'est aussi des climats où on a beaucoup de pluie torrentielle. Alors sur la diapo, pour finir sur cette diapo, il y a la petite photo de l'éponge. C'est pour vous rappeler que la matière organique, c'est comme une éponge en termes de structure chimique. C'est-à-dire qu'elle absorbe l'eau, l'humidité. Un sol qui est très argileux, ça c'est les sols latéritiques typiques des climats tropicaux. Un sol très argileux, alors ça a des caractéristiques, c'est-à-dire que ça piège l'eau, c'est élastique, ça colle, ça c'est caractéristique élastique. Par contre, en climat sec, il se fissure et il devient imperméable. Mais s'il est recouvert de cette couche-là de matière organique, d'humus, c'est cette couche-là qui va se gorger d'eau. Alors sous climats tropicaux, la formation du sol elle est particulière donc parce qu'elle est issue de la dégradation de la roche-mère avec des conditions de température assez relativement élevées par rapport au reste du monde et une humidité constante élevée aussi. Donc la roche va être altérée sur des millions d'années. Altérée, ça veut dire qu'elle va se fragmenter en plus petits morceaux, que ces petits morceaux vont créer des fines particules. À cela s'ajoute une végétation qui va commencer à se développer, comme on avait déjà vu, lichen, mousse et fougères, qui va commencer à créer un sol. Et du coup, c'est cette superposition-là de création de sol par la végétation, d'une part, et d'altération de la roche, d'autre part, qui va constituer des sols alors assez profonds, et qui va créer des sols, en fait, donc on les dit orange et latéritiques, donc composés de latérite, avec beaucoup d'aluminium à l'intérieur. Du coup, ça rend les sols d'aluminium et d'argile, pardon. Ça rend les sols pas particulièrement favorables à l'exploration des racines. D'autant plus qu'un sol riche en aluminium, c'est souvent des sols pour lesquels il y a des blocages. Voilà. L'aluminium crée des blocages dans la nutrition des plantes. Si un sol est trop riche c'est pas en aluminium, c'est en sel d'aluminium ou je sais plus, un oxyde d'aluminium, pardon. Alors la plante ne va pas pouvoir absorber de fer ou je sais plus quel autre minéral. Ça crée des blocages. Donc, c'est pas des sols particulièrement favorables à la végétation à la base. Les sols latéritiques orange.
Voilà. En plus, pour peu qu'ils soient gorgés d'eau, du coup, ils sont... gorgés d'eau, ça veut dire asphyxiant. Asphyxiant. Vous savez, je sais plus, je crois qu'on l'avait dit, hein, mais pour qu'une plante se sente bien, il lui faut un sol poreux. Ou alors, on va le lire après. Il faut un sol poreux, avec de l'air. Voilà. La formation des sols prend beaucoup de temps, est très longue, hein, sur plusieurs millénaires. Et du coup, chaque roche-mère, roche de base, va, en s'altérant, donner des types de sols différents. Et alors, les exemples les plus connus, c'est que ça va donner vraiment des types de sols avec des pH différents. Par exemple, sur des secteurs volcaniques, toutes les roches en fait volcaniques sont riches en silice. Et du coup on a des sols acides. Alors que les sols qui sont sur des roches sédimentaires, donc des dépôts sur des millions d'années de coquillages, enfin de fond de mer quoi, comme on a en Europe, parce que c'est chez moi là, côté Alpes, où je sais bien qu'on a donc des sols calcaires, parce que les sols sont formés sur une roche sédimentaire. Et du coup, calcaire, ça veut dire basique. Alors, souvent, on peut connaître quand même les types de sols qu'on a en observant une carte des sols. Donc, la carte des sols de Martinique existe. Pour votre projet de plantothèque, dans tous les cas, dans tous les projets de jardinage, dans tous les cas, vous allez devoir avoir à prendre une bêche et à étudier ou à identifier un peu quel sol vous avez. Parce que finalement, le sol que vous avez va un peu déterminer quelle plante vous allez pouvoir faire pousser dessus. À l'état naturel, chaque milieu, chaque habitat a ses caractéristiques. Et le type de sol fait partie d'une des caractéristiques qui va déterminer le type de végétation qu'on a. Enfin, la liste d'espèces qu'on a. Typiquement, il y a des grosses différences entre des sols acides et des sols calcaires. On ne va pas pouvoir planter les mêmes plantes. Voilà, les plantes sont inféodées, préfèrent en fait, ont des préférences voilà, pour des types de sols. Donc, outre le pH, il y a également la texture. Donc, si les sols sont argileux ou limoneux ou sableux, ou un peu des trois, ou un peu de deux, argilo-limoneux. On a beaucoup en Martinique d'argilo-limoneux, d'argileux. Et puis, on va distinguer également les structures des sols. Donc là, c'est savoir si, quand justement vous prenez la bêche et que vous faites un trou, si il faut toucher le sol avec ses mains, sans gants, pour vraiment identifier la texture et la structure. La structure, c'est voir si votre sol fait des mottes, il est motteux, si les mottes sont facilement cassables à la main, ou si au contraire ces mottes sont très très dures et compactes. Ça, c'est typiquement le cas des sols argileux. On a du mal à casser les mottes, c'est vraiment très compact. Ou si donc la structure est plutôt grumeleuse, donc ça fait comme des petits grumeaux, ça part en miettes facilement. Et ça, c'est l'idéal, parce que c'est très favorable à la pénétration des racines. Et un sol grumeleux, en fait, c'est obtenu justement par la végétation en place. Si vous faites un test à la bêche comme ça, par exemple dans une prairie, donc une parcelle qui a été en prairie ou en jachère pendant longtemps, normalement les racines de tous ces graminées là donc constituent un peu, font un faisceau, et les racines, pour pénétrer dans le sol, en fait, elles émettent des substances là, des exudats, qui leur permettent de dissoudre les éléments du sol juste à la pointe de la racine pour permettre à la racine de pénétrer en profondeur. Et le fait de dissoudre ces éléments-là du sol, ça a créé des tout petits grumeaux, des petites miettes de sol. Et voilà, ça constitue ce type de structure de sol assez émiettée.
est très favorable. En fait, c'est très léger, c'est très agréable à travailler. Mais c'est sur des sols qui sont un peu laissés en jachère, en fait. Voilà. En jachère ou alors comment on dit, des sous-bois de forêt. Voilà. Des sols riches en matière organique et puis légers où les racines sont très très présentes un peu partout. Et les racines ont décompacté et créé ces petits grumeaux, cette structure grumeuse. Donc soit vous avez déjà un type de sol, enfin ces caractéristiques de sol-là, soit c'est pas du tout le cas et auquel cas il va falloir construire un sol. En agroécologie, en permaculture, c'est quelque chose qu'on se permet de faire. Alors, comme c'est des pratiques sur du long terme, enfin une philosophie un peu sur du long terme, puisqu'on reproduit un écosystème naturel et la nature ne s'est pas formée, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la nature ne s'est pas formée en 2 jours. Alors on accepte que tout va prendre du temps. Au fil, même si on accélère les successions, même si on accélère, comment on dit, les cycles naturels, on essaie d'accélérer. Dans tous les cas, il y a des choses qu'on maîtrise pas et dans tous les cas, ça prendra du temps de construire un sol. Mais c'est un temps qu'on s'accorde, qu'on se donne, parce que c'est un gage de réussite. Si on a un sol pourri, si on a un sol très très compact, très argileux, pas d'humus, pas de cette petite couche noire là, ça va être très difficile. Ou alors pas épais du tout, un sol qui fait 10 cm de profondeur, jusqu'à ce qu'on touche la roche-mère. Là, c'est pas des sols favorables aux cultures ou à une plantothèque. Et du coup, la première des choses pour vous, ça va être de construire un sol qui va être apte à accueillir votre projet. Pour continuer dans les interactions plante-sol, j'étais en train de penser, là quand même il y a des exemples, puisque effectivement certaines plantes poussent dans certaines conditions de type de sol et de climat. Et alors du coup j'avais des exemples, je sais qu'on cultive en Martinique du thym, et du romarin d'ailleurs, et ça m'a toujours surpris. Parce que le milieu naturel du thym et du romarin, c'est des climats méditerranéens, donc chaud et sec en été, avec un hiver froid, et humide ou sec d'ailleurs. Mais c'est surtout sur des terrains calcaires où il n'y a que de la caillasse et il y a très très peu de sol. Et là, le thym et le romarin, c'est leur paradis. Il y a des montagnes et des montagnes de thym et de romarin sauvages. Du coup, je suis toujours très impressionnée de voir que ça pousse ici en Martinique. Alors, j'en ai pas vraiment vu dans les jardins, mais comme je sais qu'il y en a au marché, c'est qu'il y en a qui en cultivent. Après, les pouvoirs d'adaptation des plantes sont merveilleux. Et finalement, ces plantes s'adaptent à d'autres conditions de climat et d'autres conditions de température et de sol, et ça fonctionne. Cependant, je ne sais pas si le thym et le romarin ici fleurissent par exemple. Et on a, moi de ce que j'ai vu, c'est des petits exemplaires. Les romarins, chez nous, c'est des arbustes qui montent à plus d'1 mètre de haut. Les thym, ça fait des grosses touffes aussi. Voilà, mais finalement, il y a certaines plantes qui s'adaptent, à d'autres types de sols. Et par contre, il y a d'autres plantes qui ne s'adaptent pas à d'autres types de sols. Là aussi, mais j'ai des exemples de chez moi. Typiquement la consoude, la rhubarbe, c'est vraiment des trucs, des plantes, qui aiment les milieux humides, donc des sols qui sont toujours humides, il y a un peu à l'ombre, là, frais, donc plutôt argileux, donc plutôt limoneux-argileux, et du coup, c'est pas du tout ce que j'ai chez mes parents, là, c'est plutôt du sable, sableux, calcaire. Et du coup, c'est séchant et ça leur va pas du tout, ça dure jamais plus d'une saison. Voilà, donc il y a des plantes qui s'adaptent et des plantes qui s'adaptent pas. Il y a ce qu'on appelle des plantes bio-indicatrices, c'est-à-dire que quand on les voit dans leur milieu naturel, ça nous donne des indications sur le type de sol ou sur l'humidité ambiante. Ou, voilà. Donc typiquement les orties qui sont nitrophiles, qui aiment beaucoup l'azote et du coup qui poussent sur des terrains riches en azote, des bords de fossés, des champs pâturés. Les épinards, là, ici aussi, c'est le cas aussi, type les épinards cochons, là, les épinards qu'on met dans la soupe verte.
la famille des amarantes là. Voilà, ça aime beaucoup l'azote aussi, donc ça pousse bien. Alors ça pousse aussi sur des terrains régulièrement travaillés, sur des terrains légers. C'est-à-dire qu'on a retourné un peu et puis les premières plantes qui poussent là, c'est ça, ces épinards là, entre autres. Hein, et ça aime l'azote. Voilà, si le terrain est suffisamment riche. En fait, plus la taille d'ailleurs de ces épinards là va être, plus les épinards vont être gros et denses, et plus c'est un signe c'est un signe que le sol est riche en azote. Enfin, c'est en fait le cas pour beaucoup de plantes. Hein. Plus une plante est développée avec des grandes feuilles bien vertes et tout ça, voilà, ça va être vraiment un indicateur d'un sol riche en azote. Donc l'observation est quand même la clé pour vous, pour comprendre votre site, votre futur projet. Donc va s'installer sur un site aux conditions de type de sol, de sol, et aux conditions de climat bien particulières. Et donc ça on le verra dans la seconde partie, hein, mais c'est primordial pour vous de prendre le temps d'observer comment se comporte votre site. Alors à moins que ce soit une cour d'école où il n'y ait pas un brin d'herbe, soit bétonné, si vous avez un site, c'est-à-dire une parcelle déjà enherbée, etc., un peu naturel, la première des choses pour vous, ça va être de l'observer, mais pas de l'observer 5 minutes, c'est-à-dire de l'observer sur plusieurs saisons, sur au moins les 2 saisons. Mais ça on verra un peu plus tard. Mais ça va vous permettre à vous de déjà identifier un peu votre type de sol et en observant la végétation déjà présente, voir ce qui peut marcher ou pas. Donc comme on a vu, on va s'attacher à créer un sol favorable aux plantations. Ça veut dire un sol vivant, un sol aéré, un sol sain. Alors d'abord parce que les sols en général, à l'échelle mondiale, on estime que ça contient 25% de la biodiversité mondiale. Même si, enfin, la plupart du temps, c'est des choses qu'on ne voit pas dans le sol, mais qui sont quand même bien là, vivants, les champignons, les bactéries, des petits insectes, des petits arthropodes vraiment petits, où il faut prendre une loupe pour les voir. Donc tout ça existe, constitue le sol. Si le sol n'avait pas tous ces êtres vivants-là, visibles ou invisibles, un sol n'aurait aucune fonction, ne servirait à rien. Alors un sol qui sert à quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Donc les fonctions du sol. La première des choses qui est facilement visible, hein, c'est qu'on dit que le sol c'est une fonction de support. Ça permet aux racines de s'ancrer et donc à la plante d'avoir un support pour pouvoir ensuite grandir à l'extérieur, j'allais dire, côté aérien. Alors ça existe, hein, les plantes, les cultures sans sol, où effectivement on a des racines qui baignent dans une solution d'eau et de sels minéraux et de nutriments. Mais bien sûr, il faut quand même un support, quelque chose qui fasse que la plante se casse pas la gueule, grosso modo. C'est aussi simple que ça. Hein. Les racines, ça sert à ce que la plante soit droite, elle tienne bien. Donc le sol a ce rôle de support, d'où l'intérêt de ne pas le voir partir lors des grosses pluies. Phénomène d'érosion, là on voit bien si on a des gros phénomènes d'érosion, alors on a des arbres qui se déracinent complètement et qui tombent. Ensuite, donc le sol a un rôle de filtre. Tout ce qu'on met sur le sol, engrais, pesticides, etc., va, en général c'est soluble, hein, donc c'est dilué dans de l'eau de pluie, et l'eau de pluie va pénétrer, et donc le sol va recevoir tout ça. Et le sol va être un filtre, vous savez, en dessous des sols à plusieurs mètres, on a donc les nappes phréatiques, hein, les eaux qui percolent, qui transitent dans le sol, vont se concentrer ensuite en nappes phréatiques, éventuellement. Et donc c'est pas toujours que ces nappes phréatiques retrouvent tous les polluants qu'on met sur le sol. Le sol filtre, c'est-à-dire qu'il absorbe, soit grâce aux bactéries qu'il contient, va purifier, entre guillemets, les pollutions qui arrivent, les digérer. Ça dépend des molécules qu'on met en fait. Il y en a qui sont digérées, qui sont consommées, digérées par les bactéries, et il y en a qui ne le sont pas. Et c'est celles-là qu'on retrouve dans les aquifères, dans les nappes phréatiques. Et dernière fonction du sol, c'est un réacteur chimique, on pourrait dire ça comme ça. C'est le siège de réaction chimique, et biologique d'ailleurs,
Donc ça, on va le voir un peu après, mais ça doit vous parler quand même parce qu'on a vu ça en cours quand on était aussi très jeune, les cycles de l'azote et les cycles du carbone. Donc tout ça se passe dans le sol, donc c'est vraiment de la chimie pure, hein, mais il faut bien avoir en tête que le sol est une grosse machine à digestion. Et donc la digestion, comme notre estomac, hein, c'est des réactions chimiques. Alors j'ai dit que le sol c'était comme un estomac, il ne faut pas se méprendre, ça ne digère pas les racines, ça digère les éléments morts qui sont à sa surface ou enfouis. Typiquement des résidus de récolte qu'on enfouirait. Voilà, mais bon, la plupart du temps c'est quand même ce qui est à la surface de son sol. Et alors quand je dis que ça digère, c'est-à-dire que, puisqu'on a vu que c'était un réacteur hein, de processus, un réacteur, c'est-à-dire de réaction, le siège de réaction biologique et chimique, on va dire que tout ce qui tombe dessus se transforme. Alors les processus, le processus de transformation, donc on parle de décomposition en général, intervient dans certaines conditions de température et d'humidité qui sont en fait toute l'année ici en Martinique sous les climats tropicaux. Et où en France, ces processus-là interviennent à la saison de l'automne, quand on a de l'humidité et des températures encore ok, et éventuellement du printemps. Donc dans le processus de décomposition, on a beaucoup d'êtres vivants qui interviennent, c'est tout un enchaînement, une danse d'insectes et de bactéries et de champignons. C'est un processus donc, qui a besoin d'humidité pour se réaliser. Dans le désert, par exemple, on n'a pas un papier qui tombe par terre, une feuille d'arbre, mais s'il n'y a pas vraiment d'arbre, qui tombe dans un désert ne va pas se dégrader, ne va pas disparaître, elle va rester telle qu'elle. Elle va peut-être s'émietter, hein, se déchirer, mais elle ne va pas se dégrader, elle ne va pas se décomposer. C'est un processus qui a besoin d'humidité. Et justement, d'ailleurs, dans les climats arides, c'est tout l'enjeu, c'est de créer une couche d'humus, donc issue de la dégradation de feuilles ou de branches, parce que justement, il fait très très chaud et qu'il n'y a pas d'humidité. Et leur méthode à eux, du coup, c'est de créer des grands trous d'1 mètre de profondeur, où on entasse des matières organiques, on entasse du carton, des branches, les branches il n'y en a pas trop, donc en général c'est du carton et des papiers, voilà, et ça sur une épaisseur, mais je dis 1 mètre, mais c'est même plus que ça, pour que une fois qu'on arrose, on ait une humidité qui reste au fond du trou. Et à partir du moment où on a une humidité, alors on a des champignons qui s'installent. Et là, c'est gagné en fait. À partir du moment où on a des champignons qu'on voit, alors sur les cartons c'est très facile, hein, si vous déposez un carton dans votre jardin, vous allez voir en le retournant au bout d'une semaine, s'il a plu, hein, c'est pas carême, vous allez voir en le retournant que vous aurez des filaments blancs dessous. Et donc ça c'est les champignons qui adorent l'humidité, qui adorent la cellulose, donc le carton, voilà, et ils vont pouvoir digérer le carton. Donc le carton, c'est bien pour ça qu'il est biodégradable, hein. Au bout de quelques mois vous n'avez plus rien au sol, il sera digéré, décomposé. Et donc ça a besoin également de chaleur parce que les processus de décomposition font intervenir des champignons mais également des bactéries, et les bactéries elles sont un peu difficiles, elles adorent des températures comprises, l'optimum en général c'est 25 degrés, voilà. Et puis leur activité, je sais plus, elle s'arrête en dessous de 15 degrés je crois. Donc en tout cas bref, sous les tropiques c'est vraiment l'idéal. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très facile ici de créer un jardin en très peu de temps, par la chaleur et l'humidité, parce que d'abord tout pousse, mais aussi parce que le sol se forme très vite. Donc sur YouTube j'avais mis un exemple, il y a beaucoup d'exemples de gars qui font des expérimentations là, avec des vers de terre en fait, et qui mettent dans un terrarium, dans un aquarium avec de la terre quoi, des vers de terre, et ils alternent plusieurs couches, une couche de terre, une couche de sciure, une couche de terre, une couche de sciure, et on voit comment les vers de terre vont digérer tout ça, vont manger, digérer tout ça, et créer l'humus là, cette couche noire, fertile.
Donc là, sur le petit schéma aussi, vous avez la chaîne trophique, le réseau alimentaire du sol, alors européen, hein, parce qu'on voit la taupe, on n'a pas ici. Mais grosso modo, dans l'ordre chronologique, on a qui s'attaque directement aux feuilles mortes qui sont tombées par terre, les iules. Mince, je sais plus comment dire en créole, c'est bêtes oreilles, c'est ça? Donc ils sont soit rouges, soit noirs et jaunes, là. Je sais pas si vous voyez, qui se mettent en boule. Donc ces iules, là, on en voit beaucoup ici. Et puis des petits cloportes ou gloméries, là. Je sais pas trop comment on les appelle, mais on en voit aussi pas mal ici en Martinique, là. Donc qui vont être les premiers décomposeurs des feuilles mortes. Et puis on a aussi les champignons, donc qui vont s'attaquer aux feuilles et aux branches. Une fois que les premiers décomposeurs ont joué leur rôle, il reste surtout donc les nervures, les parties un peu dures. On va avoir les vers de terre qui vont monter à la surface, chercher à manger et le tirer à l'intérieur du sol vers le bas pour le manger. On aura d'autres petits insectes, bon, colomboles, troubillons, je ne sais pas vraiment si c'est ça, si c'est les termes exacts en Martinique aussi. Mais on a dans tous les cas une faune à l'intérieur du sol qui va digérer, et étape après étape, qui va attaquer d'autres parties des résidus des feuilles digérées. Voilà, jusqu'à l'ultime petit bout qui va être digéré par des bactéries. Les bactéries, elles vont s'attaquer à vraiment les particules, hein, puisque c'est au sein des bactéries qu'on va avoir vraiment les réactions chimiques, notamment sur la diapo d'après, les réactions qui permettent de modifier l'état de l'azote. Alors pourquoi on parle du cycle de l'azote? Pourquoi on l'étudie autant? Parce que l'azote c'est un des éléments capitaux de la vie, ça constitue les acides aminés, donc les protéines, donc les structures du végétal. Et sans azote, on n'aurait pas de vie, hein. C'est au même titre que le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. Alors la première étape du coup, quand on a ces phénomènes de décomposition là, donc par les décomposeurs du sol comme on a vu, puis les champignons et les bactéries. La phase ultime, c'est donc les bactéries et les champignons qui vont digérer les plus petites particules issues de la dégradation des feuilles mortes. Et alors c'est un phénomène tout à fait naturel, hein, que cette dégradation-là aboutisse à notamment des particules d'ammoniac. On peut le voir aussi, ou on peut le sentir d'ailleurs, dans des composts qui n'ont pas très bien marché, parce qu'ils ont manqué d'oxygène, d'air. Et quand on soulève un peu, quand on retourne un peu, on s'aperçoit qu'on a une forte odeur d'ammoniac qui pique le nez. Voilà, c'est pour montrer que tous ces déchets organiques, tous ces déchets issus de végétaux, quoi, quand ils se dégradent, ils ont cette capacité-là de dégager de l'ammoniac. Donc là, dans le cas d'un compost mal fait, c'est parce que ça manque d'oxygène, donc c'est une décomposition anaérobie, on dit, sans oxygène. Mais c'est aussi un processus naturel qui se réalise dans le sol avec ou sans oxygène. Donc dans le sol, on arrive à de l'ammoniac, les bactéries et les champignons conduisent à la production d'ammoniac, et puis on va avoir deux types de bactéries qui vont enchaîner des réactions dans le sol. Donc c'est Nitrosomonas et Nitrobacter, je crois leur nom. Donc la première qui va permettre de utiliser l'ammoniac et le transformer en nitrite, et les deuxièmes, Nitrobacter, qui vont utiliser les nitrites pour fabriquer des nitrates dans leur processus métabolique en fait. Et alors, tout ça pour conduire aux nitrates, et c'est ces nitrates-là dont les plantes ont besoin. Les plantes ne peuvent assimiler que de l'azote sous forme nitrate. Ça, c'est une chose. Et donc voilà, sur le graphique, il y a bien assimilation au niveau des nitrates. Sur le schéma, on a aussi le cas particulier qu'on avait vu là, des légumineuses ou des plantes des fabacées, de la famille des fabacées,
qui ont sur leurs racines une symbiose avec une bactérie. Et cette bactérie qui piège l'azote atmosphérique, l'azote sous forme gazeuse, pour le rendre assimilable à la plante. Donc c'est ça qui est à gauche sur le graphique. Voilà, et après il y a plein d'autres types de bactéries en vrai dans le sol. Toujours est-il que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Pour que nos plantes soient en bonne santé, soient vivantes, réalisent leur cycle de croissance normal, il faut qu'un sol soit vivant. Et un sol vivant, ça veut dire qu'il ait ces bactéries-là. Bon, c'est pas nous qui les amenons, hein, c'est qu'elles s'y trouvent naturellement. Donc il faut qu'il y ait ces bactéries, ces champignons et tous les décomposeurs du sol. Et pour avoir tout ça, il faut un milieu chaud et humide. Un sol pollué va avoir, la pollution humaine, industrielle, chimique, etc. va modifier des caractéristiques du sol. Et du coup, en modifiant ces caractéristiques-là, le sol ne va plus être un milieu d'accueil pour les bactéries. Ou alors, les produits chimiques vont carrément vont être bactéricides, tuer les bactéries, ou fongicides, tuer les champignons. Voilà, donc pour résumer, un sol de qualité, c'est un sol poreux, où donc on a une circulation d'eau et d'air, un sol qui est toujours saturé en eau, typiquement un marais. Les racines vont pourrir en fait. Même vous le voyez, vous l'avez peut-être déjà vu, dans des plantes d'appartement ou sur un balcon. Quand on arrose trop, la terre, le terreau est saturé en eau et les racines pourrissent. Donc il faut que le sol soit poreux et non saturé en eau. Non saturé en eau tout le temps, je veux dire. Donc il faut qu'il y ait cette circulation, une circulation d'air et d'eau. Donc circulation d'eau, ça veut aussi dire, par exemple, un drainage. Donc un sol de qualité ensuite, c'est un sol non pollué. Alors c'est un sol profond, tout est relatif, mais c'est vrai que quand on a un sol de 5 à 10 cm de profondeur, ou 10 cm de profondeur, on ne peut pas vraiment caractériser le sol de bonne qualité, même si c'est par exemple que de l'humus, mais sur 10 cm, on ne va pas avoir beaucoup de plantes qui vont pouvoir s'installer parce que les racines ont besoin de s'ancrer plus profond si la plante veut pouvoir ne pas tomber par le poids, par son propre poids. Et un sol de qualité, c'est un sol riche en éléments nutritifs. Un sol qui est capable de fournir aux plantes ce dont elles ont besoin. En agriculture moderne, on a perdu un peu ces sols de bonne qualité, alors notamment parce que par exemple on a complètement éliminé la jachère dans les rotations. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais pendant longtemps, les rotations de culture, c'est-à-dire qu'une année on mettait du blé, ensuite on mettait de l'orge, ensuite on mettait du colza, ensuite on mettait d'autres cultures, et puis on avait toujours au bout d'un moment au moins 3 années consécutives de jachère, c'est-à-dire qu'on laissait la parcelle sans aucune culture. Alors c'était juste de la prairie sauvage, grosso modo. Et on disait que le sol se repose et se régénère. Donc on n'a plus ça. En général, en France, on n'a plus ça en tout cas. Même ici, souvent après la banane on met de la canne, ou après la canne on met de la banane, et pourtant on préconise de mettre des jachères pour un peu nettoyer le sol justement, mais on ne fait pas trop, je crois pas. Et pourtant donc c'était une bonne pratique. Et puis on a aussi des sols de mauvaise qualité parce que justement l'utilisation d'engrais chimiques de synthèse tous les ans à plusieurs fois par an crée une modification de la biologie du sol. Les engrais chimiques, c'est pas juste NPK en fait, pour créer ces petites billes bleues là. On rajoute bien d'autres choses et souvent du coup c'est des produits, des molécules qui acidifient un peu le sol, qui changent les paramètres physico-chimiques du sol et qui fait que on a moins de bactéries, moins de vie en fait dans le sol. Au final pour vous ça va être facile entre guillemets de se dire, de constater, d'observer, de voir si votre sol est de qualité ou pas. En fait, les symptômes de la bonne santé d'un sol, c'est que la végétation est en bonne santé. Si vous avez une végétation
foisonnante, florissante. Ça veut dire que votre sol le permet, donc que votre sol est en bonne santé. Alors sur la photo, on voit ce monsieur là qui présente deux parcelles en fait, une parcelle cultivée à droite et une parcelle en prairie à gauche, et qui montre la différence de système racinaire entre les deux parcelles. Donc dans un premier temps, on voit déjà bien que le sol est super profond. Admettons que lui fait 1,80 m, il doit y avoir 2 mètres de profondeur au moins de sol. Donc ça veut dire que potentiellement les racines peuvent explorer 2 mètres. Ensuite, on voit que potentiellement les racines peuvent explorer 2 mètres, mais que sous les céréales, les racines n'explorent que les premiers centimètres du sol. Ça doit être 20 cm peut-être, alors qu'il y a un potentiel pour beaucoup plus. Alors pourquoi elles n'explorent pas plus que ces 20 cm? Il y a probablement plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une culture annuelle, à cycle court. Donc les racines ne vont pas avoir le temps, comme une prairie sur plusieurs années, d'explorer. Ensuite, c'est que les parcelles cultivées, elles sont travaillées avec des machines qui sont lourdes, énormément lourdes, et qui tassent le sol. Et qui vont travailler les premiers centimètres du sol. Une charrue, etc., ça va travailler jusqu'à 25 cm de sol, et du coup, les premiers 25 cm de sol vont être assez meubles, et les racines vont en profiter. Puis il va y avoir une semelle ce qu'on appelle une semelle de labour, où il va y avoir comme une limite aux 25 cm, là, qui va faire une rupture, et les racines vont avoir du mal à pénétrer en dessous de ces 25 cm. Voilà, alors que du coup, sous la prairie, on voit que les racines peuvent atteindre ces 2 mètres de profondeur. Alors, c'est pas une racine, c'est pas une carotte, hein. C'est un manchon, un réseau de racines, un peu comme une barbe. Ouais, c'est une barbe de racines, mais qui peut atteindre 2 mètres de profondeur. Et du coup, c'est ça, un sol de qualité, hein. C'est un sol qui peut être exploré par les racines très profondément. Si les racines arrivent à explorer ce sol-là, ça veut dire qu'il est meuble, qu'il est friable, qu'il est poreux, qu'il n'est pas saturé en eau. Sinon, s'il y avait une saturation d'eau, on aurait une pourriture des racines. Donc là, c'est pas du tout le cas. Et visiblement, c'est un sol qui permet d'assurer, un sol fertile en fait, qui permet d'assurer la croissance de la plante. Voilà, donc ce qu'il y a à retenir, c'est que les plantes sont reliées à tous les éléments qui les environnent, qui les entourent. Donc le sol, l'eau, l'air, la biosphère, c'est-à-dire tous les animaux qui les entourent. Et finalement, vous, quand vous allez créer un projet, vous ne pourrez pas faire abstraction de tout l'environnement qui entoure votre site. Toutes les caractéristiques-là, de sol, de climat, vont déterminer un peu comment vous allez imaginer votre site. Parce que la végétation présente va s'épanouir dans des conditions particulières. Si une végétation ne s'épanouit pas, c'est que les conditions ne sont pas réunies pour la croissance de cette plante. Il y a des plantes difficiles, hein, il y a des plantes un peu capricieuses. Et puis il y a des plantes au contraire qui poussent dans un peu, on les dit non exigeantes, elles ne sont pas exigeantes. Elles poussent dans n'importe quelle condition de sol ou de climat, ou de luminosité. Voilà, c'est vraiment, j'insiste, mais la plante, elle pousse pas elle toute seule. Elle est en interaction avec tous les autres éléments. Et on ne peut pas faire abstraction de ça. Et malheureusement, dans nos cours d'agronomie avant, et je crois que c'est un peu toujours le cas dans l'enseignement qu'on reçoit, on scinde toujours les disciplines. On sépare les disciplines. Pour étudier un problème, on va étudier juste une partie de la discipline. L'important, c'est de voir que l'agroécologie, en fait le fonctionnement global d'un écosystème, ça se fait de manière... on l'observe, on l'étudie, on le comprend d'une manière holistique, d'une manière globale. On peut essayer de voir certains points, de zoomer sur certains phénomènes, de zoomer sur certains mécanismes, mais tout est englobé dans une grande machinerie, la machinerie du vivant, où il y a forcément des choses qui nous échappent, il y a forcément des choses qu'on ne va pas comprendre, mais qui fonctionnent, telles qu'elles fonctionnent. Et alors d'ailleurs, pour l'agroécologie,
En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est pas de choses que j'ai appris en cours ou dans les livres. C'est des choses que j'ai expérimentées. Parce que y a plein de choses qui vont marcher pour quelqu'un qui va pas marcher pour un autre site. Encore une fois, parce que votre site a vraiment des conditions de sol et de climat particuliers. Et puis, je pense qu'il y a l'énergie des gens aussi qu'on y met, l'énergie des plantes qui sont présentes. Toujours est-il que voilà, il faut vraiment, ça marche par l'expérience. Parce que même si c'est une science du vivant, l'agroécologie, bien que ce soit une science, ça ne marche pas avec un 2 plus 2 égale 4. C'est pas si rationnel que ça, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. C'est l'ordre du vivant. Et c'est pour ça que je vous invite à faire des observations et des expérimentations. Avec votre site et vos observations, vous dites ah peut-être que ça pourrait marcher, je vais essayer, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, on essaie autre chose. Voilà, l'agroécologie, c'est pas une liste de recettes. On n'ouvre pas un livre en se disant bon bah alors voilà, j'ai ce type de sol là, j'habite ici avec ce climat là, je vais au chapitre 3 et je dois faire tout ça, ça, ça. Non, ça marche pas du tout comme ça. C'est vraiment, encore une fois, quelque chose de créatif. On observe pour comprendre comment le système fonctionne. Et alors, on va utiliser le système à bon escient pour nous servir à nous. Alors, du coup, le but, c'est de créer, une plantothèque qui soit avec autant d'espèces diversifiées que possible, et qui soit, pour qu'elle dure dans le temps, qui soit assez complexe. C'est-à-dire qu'on va pas... le but, c'est pas de faire une monoculture de chardonnay par exemple. Le but, c'est de mélanger toutes les espèces-là pour recréer un écosystème. Pour recréer un écosystème qui ressemble à un écosystème naturel, sauvage. Donc plus le système va être complexe, c'est-à-dire plus on aura différents étages, encore une fois une variété d'espèces, plus le système va être résilient, c'est-à-dire qu'après une catastrophe naturelle, il va retrouver son état initial. Et enfin, mais du coup je crois que je répète ce que j'avais déjà dit, en agroécologie on fait travailler la nature pour nous, pour avoir moins d'efforts à faire bien sûr. Mais c'est la nature qu'on fait travailler pour nous. Et d'autant plus qu'il faut travailler avec elle, parce que si on travaille sans elle, on n'y arrivera pas, ça ne marchera pas. Je crois que j'ai pas dit aussi, un des grands principes de l'agroécologie aussi, c'est que la nature a horreur du vide. Et que du coup, sur votre parcelle, si vous désherbez tout, et ben très peu de temps après, c'est comme si vous n'avez rien fait parce que ça va de nouveau être conquis par des plantes sauvages. Du coup, en agroécologie, comme la nature a horreur du vide, c'est nous qui allons décider de ce qu'on remplit, de tous les espaces qu'on va remplir. Donc dans le système qu'on va créer, dans la plantothèque qu'on va créer, on va faire en sorte de ne pas créer de vide. Parce que de toute façon, le vide va être rempli. Donc c'est nous qui allons le remplir. Voilà. C'est ça aussi, travailler avec la nature. Comprendre comment la nature fonctionne, elle a horreur du vide. Donc, nous, on va utiliser cette caractéristique-là. On va remplir le vide pour notre choix là, notre choix à nous de se dire, ici là, ce ne sera pas une mauvaise herbe, entre guillemets, ce sera du paillage, ce sera une autre herbe. Voilà. Bon, enfin, ce qu'il faut dire quand même, c'est que pratiquer jardiner dans une plantothèque ou dans une parcelle de maraîchage ou quoi, il faut que ce soit un plaisir. Si c'est pas un plaisir, laissez tomber tout de suite. D'abord, c'est un milieu naturel ou semi-naturel. En général, on s'y sent bien. En général, il fait plus frais à l'ombre des arbres. On est en contact avec la nature. C'est quelque chose qui doit procurer du plaisir. Pas que ce soit... il ne faut pas que ce soit senti comme une obligation, comme quelque chose qu'on n'aime pas, comme quelque chose de sale, comme je sais pas. Et puis, en fait, petit à petit, on y prend goût aussi parce que justement, jour après jour, quand on observe ce qu'on a fait et ce que ça va donner, quand on observe
le site, à regarder les comportements des insectes, à regarder les graines qui germent. Et ben c'est très reposant et ça nous recale sur un autre rythme de cycle. Parce que la nature est un peu plus lente que nous, hein. Une graine qui germe et qui grandit, ça prend un petit peu de temps. Le cycle d'un insecte qui pond des œufs, qui devient larve, qui se met en chrysalide et qui éclot, ça prend aussi un peu de temps. Et c'est un réel plaisir de se recaler sur ce rythme-là de la nature. Voilà. Il faut que ce soit un plaisir de créer son jardin ou sa plantothèque et de l'observer et de voir ce site évoluer là. Il faut que ce soit un plaisir. Sinon, laisse tomber.